As-tu déjà vu un père interdire sa propre fille de rencontrer la belle famille richissime de sa sœur? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant que ma sœur se tenait à côté de lui, un sourire triomphant sur les lèvres, mon père m'a annoncé que mon petit emploi misérable de prof ferait honte à toute la famille devant le beau monde. Mais le SMS que j'ai reçu cette même nuit a tout fait basculer. Et ce qui s'est passé au gala annuel de la Montgomery Foundation a laissé 500 témoins bouche bée. Bonjour à tous, je suis Evelyne, j'ai 32 ans, et voici comment je suis passée de persona non grata à la porte, à celle qui tenait soudain toutes les cartes. Si vous regardez ça, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me suivez. Mon réveil a sonné à 6 heures, comme tous les jours depuis 7 ans, pour mes cours d'anglais au lycée Lincoln de Seattle. Je me suis extirpée de mon lit dans mon petit T2, j'ai fait un café instantané, puis j'ai relu mes préparations pour mes 5 classes. À 6h45, j'étais au volant de ma Honda Civic de 2015, sur la route habituelle, NPR en fond sonore. C'était ma vie, stable, répétitive, et pour ma famille, désespérément banale. Mes 48 000 $ par an payaient le loyer, les courses, et parfois un resto avec mes collègues et profs. Ce n'était pas bling bling, mais j'adorais mon travail. Tous les jours, j'enseignais à 150 ados la littérature, l'esprit critique, et surtout, l'estime de soi. Et l'ironie était évidente, je passais mes journées à leur dire de ne jamais laisser personne les rabaisser, alors que moi, à chaque dîner de famille, à chaque Noël, à chaque coup de fil, je baissais la tête pendant que mon père, Robert, répétait que j'avais gâché mon potentiel en choisissant l'éducation au lieu du business. Ça faisait 15 ans que j'avais choisi ma filière. 15 ans de phrases du style « Les profs ne sont que des babysités un peu diplômés, tu aurais pu être quelqu'un d'important ». Ma petite sœur, Victoria, avait très vite compris que se moquer de mon métier rapportait des points auprès de papa. Elle a construit toute sa personnalité autour du fait de ne surtout pas être, comme moi, la honte familiale qui avait choisi la poussière des craies plutôt que les bureaux d'angle vitré. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre avec l'enseignement, c'est que l'impact ne se mesure pas en chiffres sur un salaire. Enfin, c'est ce que je me répétais à chaque fois que mon père m'envoyait des liens vers des postes « vrais métiers ». Ce que je ne savais pas, c'est que tout allait changer en moins de 48 heures. L'appel est arrivé pendant ma pause déjeuner. Je corrigeais des copies en salle des profs quand j'ai vu le nom de ma mère s'afficher. Evelyne, j'ai une extraordinaire nouvelle. Elle avait une excitation dans la voix que je n'avais plus entendue depuis des années. Victoria est fiancée. J'ai posé mon stylo rouge. Hein? Déjà? Avec qui? James Montgomery. Les Montgomery, chérie. Tu sais bien, les hôtels boutiques, Montgomery Grand, Montgomery Estate. Ta sœur a vraiment réussi. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé Montgomery Hospitality Group dans Google, et mon café a eu un goût soudain amer. 12 hôtels de luxe dans tout le nord-ouest Pacifique. Fortune estimée, 500 millions de $. Leur établissement phare, le Montgomery Grand de Seattle, accueille régulièrement des célébrités et des dirigeants. La seconde d'après, Fast Time a sonné. Le visage parfaitement maquillé de Victoria a rempli l'écran, et un diamant énorme a attrapé la lumière quand elle a agité sa main gauche. 3 carats, Evelyne. 3. Tu imagines? Il m'a demandé en mariage dans le vignoble privé de sa famille. Avec des violonistes et tout. Félicitations, Vic. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Elle a lâché ce petit rire parfaitement calibré pour Instagram, 4 mois. Quand on sait, on sait. Et puis bon, je ne rajeunis pas. Et contrairement à certains, moi j'ai bien l'intention de me marier. L'insistance sur « up » n'était pas un hasard. Les Montgomery ont littéralement tout un étage entier, en guise de pentouse à Manhattan. Pas cette petite boîte triste que toi tu appelles ton appartement. Je suis contente pour toi, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement malgré la pique. Victoria avait toujours eu besoin de plus, de grandiose. Bien sûr que tu le es, ricana-t-elle. Bref, on dîne demain chez Italo-S. Papa réfléchit déjà à comment tirer profit de cette connexion pour ses affaires. Tu devrais le voir, il rayonne. Évidemment qu'il rayonnait. Chez Italo-S, mon père ne réservait que lorsqu'il voulait impressionner.
En franchissant les lourdes portes en bois, je les ai repérées tout de suite, la table VIP près de la baie vitrée, celle qu'il demandait systématiquement pour être vue. La voilà, lança-t-il sans se lever. La prof nous honore de sa présence. Victoria, assise à côté de lui, avait positionné sa nouvelle bague de manière à ce que la flamme des bougies s'y reflète parfaitement. Ma mère m'adressa un sourire fragile depuis l'autre côté de la table. Félicitations encore, Victoria, ai-je dit en m'asseyant. N'est-ce pas merveilleux? Mon père illuminait littéralement. Puis il se tourna vers moi, ta sœur va devenir une Montgomery. Les Montgomery. Et toi, tu fais quoi déjà? Tu apprends à des ados comment lire? J'enseigne la littérature en classe avancée, papa. Oui, oui. Enfin voilà, Victoria sera bientôt Madame Montgomery. Elle voyagera, participera à des galas de charité, construira de véritables relations. Tu devrais prendre exemple. Il n'est pas trop tard pour faire quelque chose de ta vie. Victoria se pencha vers moi, la voix sucrée. La fête de fiançailles est la semaine prochaine, au Montgomery Grand. Toute la famille sera là. Les associés de James, des élus de la ville, peut-être même le maire. Ça a l'air charmant, ai-je murmuré en prenant mon verre d'eau. Victoria échangea un regard complice avec papa. Je veux dire, tu n'as pas vraiment besoin de venir. Ça serait gênant. Tous ces gens qui réussissent, et devoir expliquer que ma sœur est juste prof dans le public. Tu comprends, non? On veut faire bonne impression. Mon père acquiesça, satisfait. L'image, c'est important dans ces cercles, Evelyne. On ne peut pas te laisser donner l'impression que notre famille est cheap. Le mot flotta dans l'air comme une gifle. Je reposai doucement mon verre. Tu es en train de me désinviter, là? C'est bien ça? Il redressa sa cravate, le geste qu'il faisait toujours avant d'asséner ce qu'il pensait être des vérités dures mais nécessaires. Je suis réaliste, Evelyne. Les Montgomery sont sophistiqués. Qu'est-ce qu'on dirait quand ils te demanderaient ton métier? Que tu gagnes 48 000 $ en enseignant à des jeunes qui n'en ont rien à faire? Que tu conduis une Honda vieille de 10 ans? C'est humiliant. C'est sincère, ai-je répondu calmement. C'est pathétique, répliqua-t-il. C'est la chance de Victoria d'élever notre nom. Je ne laisserai pas ta médiocrité ruiner ça. Victoria posa sa main parfaitement manicurée sur l'avant-bras de papa, jouant les conciliatrices. Ne le prends pas mal, Evelyne. On dira que tu avais un engagement. Une conférence de prof, par exemple. Ça sonne assez important, non? Ma mère restait silencieuse, les yeux rivés dans sa salade comme si elle cherchait des réponses dans les feuilles de roquette. Elle maîtrisait l'art de disparaître en restant physiquement là. Donc, je suis officiellement interdite de rencontrer la famille Montgomery? Et mon père éclata de rire. Oui, il rit. Tu penses vraiment que je te laisserai rencontrer les beaux-parents de ta sœur? Ton job de classe ouvrière nous fait passer pour des radins. C'est l'occasion d'une vie pour le non-maire, et je ne te laisserai pas saboter ça par ta simple présence. Ils me regardaient tous, attendant les larmes, la colère, le scandale qui prouverait qu'ils avaient raison sur mon soi-disant manque de stabilité émotionnelle. Au lieu de ça, j'ai simplement plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette intacte. Ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez rien à expliquer. Je me suis levée et je suis sortie, mes pas réguliers résonnant sur le marbre, sans me retourner même quand maman a enfin murmuré mon nom. À 23 heures, j'étais déjà en pyjama, en train de corriger des dissertations, essayant de ne pas repenser au dîner. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Ici Marcus Montgomery. Il faut qu'on parle. J'ai fixé le message. Montgomery, comme le futur beau-frère de Victoria. J'ai cherché sur Google, Marcus Montgomery, 35 ans, diplômé de Harvard, CEO du Montgomery Hospitality Group. Le frère cadet de James. Sa photo professionnelle affichait des traits nets, des yeux intelligents. Quelques secondes plus tard, une seconde notification, je connais l'initiative et du bridge. Travail impressionnant. Mon cœur s'est arrêté. Et du bridge. Comment? Avant même que je trouve quoi répondre, mon téléphone a sonné.
Le même numéro. Madame Meyers? La voix était professionnelle, mais étonnamment chaleureuse. Je suis désolée pour l'heure tardive. Ici Marcus Montgomery. Comment connaissez-vous EduBridge? C'est mon travail de connaître les programmes éducatifs innovants du Nord-Ouest Pacifique. Votre association a aidé 10 000 élèves en 3 ans. 92% d'amélioration aux tests standardisés. 2 prix nationaux de l'Association américaine d'éducation. Je dois continuer? Je me suis laissé tomber sur le canapé. Vous avez fait des recherches très complètes. Voici pourquoi j'appelle. La Montgomery Foundation lance une initiative massive pour l'éducation, 15 millions de dollars sur 5 ans. Nous avons besoin d'un partenaire qui comprend à la fois la réalité des classes et les modèles scalables. Toutes les grandes entreprises EdTech vont soumettre une proposition. Et je pense qu'une prof de l'école publique qui a bâti un organisme performant à partir de rien peut avoir des angles que les MBA n'auront pas. Il fit une pause. La date limite pour envoyer la proposition est dans 72 heures. Les finalistes présenteront lors de notre gala annuel le 15 mars. 500 invités. Investisseurs, médias, officiels de la ville. Le 15 mars. Le même jour que la fête de fiançailles de Victoria. Intéressé, demanda-t-il. J'ai repensé à mon père. Aux insultes. À l'interdiction. À la honte qu'il disait que je représentais. Envoyez-moi les critères, ai-je entendu ma propre voix dire. Vérifiez votre email. Et, Madame Meyers, ne laissez jamais personne vous dire que les professeurs ne sont pas importants. La ligne a coupé. En ouvrant l'email de Marcus, 3 années de souvenirs ont afflué. EduBridge Initiative. Créé dans mon salon avec Sarah Cooper, une autre prof frustrée persuadée que la technologie pouvait réduire l'injustice scolaire. On écrivait nos dossiers de demande de subvention le soir après les cours. On a mis en commun nos maigres économies pour acheter des tablettes pour des classes sous-financées. Sarah développait la partie tech. Moi, la pédagogie. Pendant les 2 premières années, aucune de nous n'a pris de salaire. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour l'impact. Nos soirées. Nos week-ends. Tout y est passé. Pendant que Victoria postait des selfies depuis des rooftops, pendant que mon père m'envoyait des offres d'emploi corporate, moi je construisais, doucement, quelque chose qui comptait. 10 000 élèves dans l'État de Washington avaient désormais accès à des outils d'apprentissage personnalisés. Notre programme adaptatif avait été récompensé 2 fois par la NEA. Mais je n'en avais jamais parlé à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils auraient appelé ça de la charité. Ou pire encore, m'auraient accusé de travailler gratuitement, par stupidité. Mon père aurait calculé le manque à gagner, le temps perdu, et le mauvais sens business qu'il attribuait à tout ce qui ne rapporte pas immédiatement de l'argent. Les documents de la fondation étaient exigeants, projections financières, modèles de croissance, indicateurs d'impact. Les Montgomery ne plaisantaient pas. Ils ne cherchaient pas une bonne action. Ils cherchaient un partenaire. J'ai ouvert nos dossiers. Tout y était, 3 ans de données, des témoignages d'élèves, des lettres de recommandation des inspecteurs. Nous avions permis à des élèves des quartiers les plus difficiles de Tacoma de gagner 2 niveaux de lecture. Nous avions donné à des lycéens ruraux l'accès à des cours AP que leurs écoles ne pouvaient pas offrir. Mon téléphone a vibré, Sarah. T'as vu la nouvelle initiative de la Montgomery Foundation? Demandait-elle, essoufflée. Marcus Montgomery vient de m'appeler personnellement. Silence. Puis. Tu plaisantes? Evelyne, tu réalises? On peut changer tout. Pas juste aider des milliers, des millions. Elle avait raison. C'était plus grand que mes histoires de famille. C'était notre moment. Les 72 heures suivantes ont été un brouillard. Le café a remplacé mon sang. Sarah et moi avons travaillé par roulement. Elle faisait les projections financières, pendant que je rédigeais la narration stratégique, celle qui ferait comprendre aux Montgomery que nous voyons l'avenir de l'éducation différemment. Page 37 doit avoir des indicateurs d'impact plus serrés, dit Sarah à 2 heures du matin en visio, les yeux rouges de fatigue. Il voulait du concret. J'ai ouvert notre base de données. Au lycée Jefferson High,
87% de nos utilisateurs avaient réussi leurs examens AP contre 34% pour la moyenne du district. À Roosevelt Elementary, les scores de lecture avaient grimpé de 2,3 niveaux scolaires en un an. Ça, c'est de l'or, dit Sarah. Mets-le en gras. Nous avons décortiqué les précédents partenariats de la Fondation Montgomery, repérant leurs tendances. Ils aimaient l'innovation, mais exigeaient la durabilité. Ils voulaient du cœur, mais réclamaient des chiffres. Chaque phrase de ces 50 pages devait mériter sa place. Marcus envoya un seul mail, tard dans la nuit. Lus ton plan. Base solide. Souviens-toi, le board pense grand. Ne te censure pas. À l'heure du 60e café, on tenait quelque chose d'exceptionnel, un plan pour toucher 50 000 élèves la première année et monter à un demi-million en 5 ans. Module de formation pour enseignants, portail d'implication parentale, personnalisation par IA adaptant l'apprentissage au profil de chaque élève. C'est ça, dit Sarah en relisant la version finale. C'est notre chance de prouver que ce sont les profs, pas les consultants, pas les start-upers, les profs qui savent vraiment comment réparer l'école. J'ai appuyé sur « Envoyer » à 23h47. 13 minutes avant la deadline. Le téléphone a vibré aussitôt. Proposition reçue. Travail exceptionnel. Le CEO, William Montgomery, veut vous rencontrer. 15 mars. 14h, Grand Ballroom. J'ai fixé la date. Le même bâtiment où aurait lieu la fête de fiançailles de Victoria. Là où ma famille célébrerait sans moi. Là où j'étais officiellement persona non grata. Un deuxième message. Votre famille sera à la table VIP. Ça va aller? Le 15 mars est arrivé gris, sous une pluie fine. Un printemps typique à Seattle. À 6 heures du matin, je restais planté devant mon placard, regardant mon seul tailleur noir, celui acheté pour mes entretiens de prof 7 ans plus tôt. Il ferait l'affaire. Mon téléphone n'arrêtait pas. Les stories de Victoria la montraient au salon, coupe de champagne à la main, tout accompagné du hashtag Futurums Montgomery. Maman avait envoyé un message, « J'espère que tu n'es pas trop contrarié pour ce soir. Ton père veut bien faire. » Je n'ai pas répondu. À midi, j'étais garé dans le parking souterrain du Montgomery Grand Hotel, assise dans ma Honda Civic, relisant une dernière fois ma présentation. À travers le pare-brise, j'observais les valets accueillir Bentley et Tesla, défilé silencieux de l'élite de Seattle. Un mail de mon père est tombé dans ma boîte. J'espère que tu ne prépares rien de stupide aujourd'hui. Le bonheur de Victoria est ce qui compte. Supprimé. Sans le lire une seconde fois. J'ai attrapé mon sac d'ordinateur. Les mêmes mains qui corrigeaient des copies et écrivaient au tableau allaient pitcher pour 15 millions de dollars. Le hall m'a impressionné, 3 étages de marbre et de cristal, des orchidées fraîches partout. Evelyn Meyers, et du Bridge Initiative. Je présente au gala de la fondation. L'hôtesse a levé les yeux, surprise. Oh oui, mademoiselle Meyers. Vous êtes en Mincelot. Voilà votre badge. Elle m'a tendu un tour de cou. Présenté, stage, 2h30 de l'après-midi. En l'accrochant, j'ai entendu un rire familier. De l'autre côté du lobby, Victoria posait pour des photos entourée de femmes élégantes, sûrement des amies de la famille Montgomery. Mon père était juste à côté, poitrine gonflée d'orgueil. Prête à changer des vies? Je me suis retournée. Marcus Montgomery se tenait derrière moi, impeccable dans un costume bleu marine sur mesure. Aussi prête qu'une prof du public peut l'être, ai-je répondu. Il a souri. C'est exactement le bon niveau de prêt. Il se pencha à mon oreille. Au fait, ta famille est à la table 3. Ils n'ont aucune idée que tu vas présenter. Ça promet. Tu aurais pu les prévenir. Pourquoi? Ils ont été clairs sur la valeur qu'ils t'accordaient. Il est temps de laisser le marché décider s'ils avaient raison. Il consulta sa montre. Le CEO veut te voir avant ta présentation. Attention, William Montgomery ne tolère ni les idiots ni la fausse modestie. Sois toi-même. La prof qui a bâti quelque chose à partir de rien. En entrant dans l'ascenseur, j'ai croisé mon reflet dans un miroir doré. Même vieux tailleur.
Même coiffure simple. La même prof qu'ils avaient bannie de la fête, pour l'instant. La salle de bal m'a coupé le souffle. Les lustres de cristal projetaient une lumière dorée sur les nappes blanches des tables rondes. 500 sièges, presque tous occupés par des décideurs de Seattle, tech, finance, capital risque, fondation, presse. Mon badge de présentatrice ressemblait à la fois à une armure et à une cible. Devant la scène, 3 tables VIP entouraient l'estrade. La table 3 était exactement là où Marcus avait dit. Victoria, élégante comme une affiche de luxe. Mon père, en mode réseautage agressif. Ma mère, avec son sourire automatique. J'ai rejoint ma place, à la table des présentateurs. Côté gauche de la scène. Et sur le programme posé devant mon assiette, en noir sur blanc. 14h30, présentation, innovation en éducation. Evelyn Meyers, et du Bridge Initiative. Madame Meyers. Un agent de sécurité s'était approché de moi, tablette à la main. Monsieur Montgomery Senior souhaite vous voir avant votre présentation. Suivez-moi, s'il vous plaît. En me levant, j'aperçus du coin de l'œil un mouvement, mon père m'avait repéré. Son visage passa de l'incompréhension au choc, puis à la colère en 3 secondes. Il se leva à moitié de sa chaise, avant que Victoria ne l'agrippe au bras en murmurant quelque chose d'urgent. L'agent me guida vers une porte latérale, et derrière nous, la voix de mon père retentit, « Excusez-moi, cette femme ne devrait pas être ici. Elle n'a pas été invitée. » Le garde s'arrêta, se retourna calmement. « Monsieur, Madame Meyers est notre intervenante principale. Elle est exactement à sa place. » La confusion mêlée d'effroi qui se peignit sur le visage de mon père, je ne l'avais jamais vu auparavant. Victoria avait blêmi sous son maquillage. Leur table entière s'était tue, flairant du scandale. Intervenante, répéta mon père, la voix légèrement éraillée. Oui, monsieur. Le créneau principal. Et maintenant, excusez-nous, monsieur Montgomery nous attend. Pendant que nous nous éloignions, je sentais littéralement des centaines de regards me transpercer, dont 2 regards qui, quelques jours plus tôt, m'avaient jugée insignifiante. À peine avions-nous franchi le couloir que la main de mon père s'abattit sur mon épaule. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?» Sa voix était basse, mais empoisonnée. Il nous avait suivis. Victoria surgit derrière lui, talons claquant sur le marbre. « C'est mon annonce de fiançailles, Evelyn. Comment oses-tu essayer de me voler l'attention ?» Je restai calme. « Je suis ici pour le travail. J'ai une présentation pour la Fondation Montgomery. » Mon père ricana, un rire nerveux, presque incrédule. « Tu es prof, Evelyn. Que pourrais-tu bien présenter à des gens comme eux? Quelque chose qui compte. Ne sois pas ridicule. Ce sont des professionnels sérieux, pas tes élèves de lycée. » Sa voix monta d'un cran. « Tu dois partir avant de tous nous ridiculiser. » Victoria se pencha vers moi, voix acide, « S'il te plaît. C'est mon jour. Mes futurs beaux-parents nous regardent. Si tu tiens à moi, comme quand tu m'as interdit de les rencontrer. Est-ce qu'il y a un problème ?» La voix coupa net. William Montgomery venait d'apparaître dans l'embrasure d'une porte, cheveux argentés, regard précis, une autorité naturelle de magnate. Il était le père de James et Marcus, le PDG légendaire. Mon père passa instantanément en mode business, tendant la main avec empressement. « Monsieur Montgomery. Robert Meyers. » Je disais simplement à ma deuxième fille qu'il y a dû avoir une confusion. « Il n'y a aucune confusion, » répondit William, glacial. « Madame Meyers présente une proposition pour notre initiative éducative de 15 millions de dollars. Elle fait partie de nos meilleurs candidats. » Le couloir se figea. 15 millions, chuchota Victoria, blême. William me regarda. « Madame Meyers, nous commençons dans 5 minutes. Vous êtes prête? » « Oui, monsieur. » « Parfait. » Puis, à mon père et à Victoria, « Je vous conseille de retourner à vos places. Vous n'allez pas vouloir rater cela. » Il resta immobile jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Ensuite, il se tourna vers moi, son expression s'était légèrement adoucie. « J'ai lu votre proposition 3 fois.
50 pages de la stratégie la plus complète que j'ai vue en 40 ans de philanthropie. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas encore. Là-dedans, vous avez des Harvard MBA et des docteurs de Stanford persuadés de comprendre l'éducation parce qu'ils ont étudié dans des écoles prestigieuses. Vous êtes enseignante avec une association qui fonctionne avec presque rien. Ils vont tenter de vous dévorer vivante. Je suis habitué au public difficile. Je fais cours à des adolescents. Il esquissa un vrai sourire. Marcus avait raison sur vous. Ce qui m'a le plus impressionné? Page 37. Les résultats de Jefferson High aux examens AP. Ce n'était pas un accident. Vous avez reproduit ça dans 12 établissements. Il avait retenu les numéros de page. Cet homme ne survolait pas, le conseil a besoin de comprendre que les enseignants, les vrais, savent ce que les consultants ignorent. Montrez-leur ça. Il marqua une pause. Votre famille ne sait pas pour Edubridge, n'est-ce pas? Non, monsieur. Pourquoi? J'aurais pu mentir, mais ils m'avaient demandé la vérité. Parce qu'ils auraient balayé ça comme de la charité. Ils auraient dit que je perds mon temps avec des enfants qui ne peuvent pas payer. William hocha la tête lentement. J'ai construit Montgomery Hospitality à partir d'un seul motel à Tacoma. Ma famille m'a prise pour une folle pendant 30 ans. Puis Forbes m'a mise en couverture. William consulta sa Rolex. 2 minutes. Et souvenez-vous, vous ne demandez pas la charité. Vous leur proposez le meilleur investissement de leur vie. Nous reprenions la direction du grand salon lorsqu'il ajouta, à voix plus basse. Madame Meyers, après aujourd'hui, ils ne vous sous-estimeront plus jamais. Vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé quand je suis montée sur scène devant 500 personnes, dont ceux qui m'avaient littéralement interdite de présence. Si vous avez déjà été rabaissé ou jugé parce que votre métier semblait pas assez sérieux aux yeux des autres, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous. La suite change tout. La loge, elle, était une bulle de calme avant la tempête. J'ai appelé Sarah en FaceTime, en vitesse. Tu vas assurer, son visage occupait tout mon écran. On a déjà changé 10 000 vies. Ils ont besoin de nous beaucoup plus que nous avons besoin d'eux. Toute la famille Montgomery est là. Même ceux qui me considèrent comme inutile. Alors montre-leur à quoi ressemble inutile, quand ça permet à des gamins de lire enfin à leur niveau. Je souris, puis je coupai l'appel et relus une dernière fois mes diapositives. Les chiffres étaient incontestables, 10 000 élèves, dont 89% avaient progressé de façon mesurable. 2 récompenses nationales. Ce n'était pas de la charité, c'était une révolution. On frappa à la porte. Marcus entra. Ta famille fait un vrai carnage là dehors. Ton père a coincé 3 membres du board pour leur expliquer que tu n'avais pas compris ton rôle ici. Laisse-moi deviner, je suis l'assistante. À peu près. Il a même affirmé à un investisseur que tu devais être ici pour aider quelqu'un. L'investisseur a éclaté de rire et lui a montré le programme avec ton nom, intervenante principale. Mon téléphone vibra. Un message de ma mère. Chérie, que se passe-t-il? Ton père est très contrarié. Tu fais vraiment une présentation? Je n'ai pas répondu. Elle avait eu des années pour s'intéresser à ma vie, à mon travail, à mes ambitions. Elle avait toujours choisi de se taire dès que mon père me rabaissait. 2 minutes, dit Marcus. Puis il ajouta, et Evelyn, mon frère James vient d'apprendre un truc plutôt étonnant sur les finances de Victoria. Elle a environ 800 000 $ de dette de jeu. Elle lui a menti depuis le début. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Peut-être pas. Mais ça explique pourquoi elle voulait absolument t'écarter. Elle a besoin de ce mariage. Pour l'argent. Elle pensait que tu allais le foutre en l'air. Il se dirigea vers la porte. Bonne chance ou comme vous dites entre profs, l'heure de faire la classe. La porte s'ouvrit brusquement. Victoria entra, mascara un peu coulé, le masque de perfection se fissurant. Tu dois arrêter ça, dit-elle en fermant derrière elle. S'il te plaît, Evelyn, je t'en supplie. Arrêter quoi? Ma présentation? Tout. Sa voix se brisa. Si tu montes sur scène, si tu nous humilies.
James va poser des questions. Sa famille va fouiller. Ce n'est pas mon problème, Victoria. Elle s'approcha, pour la première fois depuis des années, je vis de la vraie peur dans ses yeux. J'ai des dettes. Beaucoup. 800 000. Quoi? Gambling en ligne. Ça a commencé petit. Poker. Puis crypto. J'étais certaine qu'un gros coup réglerait tout. James devait être mon gros coup. L'argent des Montgomery devait me sauver. Victoria, tu as besoin d'aide. D'aide professionnelle. Non, j'ai besoin de ce mariage. Son désespoir était brut. Si tu vas là-bas et que tu leur montres que l'autre sœur, la soi-disant inutile, est en réalité compétente. James va me quitter. Sa famille va enquêter. Ils vont tout découvrir. Je vais mourir, Evelyn. Si je perds James, si les créanciers me tombent dessus, je me tue. Ta présentation vaut ma vie? Je la regardais, la fille parfaite, celle qui m'avait méprisée pendant des années, celle qui m'avait exclue de sa propre fête. Elle me manipulait encore. Mais la panique était réelle. Tu as besoin de traitement, pas d'un mari riche. Je peux te donner des ressources, je peux. Une minute avant scène, Madame Meyers, cria un technicien derrière la porte. Victoria m'agrippa les mains. S'il te plaît. Je suis ta sœur. Tu as dit à James que j'étais au chômage. Elle ne répondit pas, son silence suffit. À 14h30 précise, je suis entrée sur scène. 500 regards se sont tournés vers moi. La lumière du projecteur m'aveugla une seconde. Quand mes yeux se sont habitués à la lumière, j'ai immédiatement repéré la table 3. Mon père était figé, au milieu d'une conversation interrompue nette. Ma mère serrait son collier de perles si fort que ses jointures blanchissaient. Victoria, livide, ressemblait à une feuille de papier. Bonjour à tous. Je suis Evelyn Meyers, cofondatrice et directrice pédagogique de l'initiative et du Bridge. Un frémissement parcourut la table 3. Mon père se leva d'un bond, puis, réalisant que 400 personnes le regardaient, se laissa retomber lentement sur sa chaise. Il y a 3 ans, j'étais dans ma salle de classe, à Lincoln High School, à regarder des élèves brillants échouer parce que le système les avait abandonnés avant même qu'ils n'aient une chance. Aujourd'hui, je suis ici avec des preuves que les enseignants, oui, les enseignants détiennent la solution. Je cliquais sur la première diapo, une photo d'élève d'un établissement défavorisé, tablette à la main, le visage illuminé par la curiosité. EduBridge a accompagné 10 000 élèves dans l'État de Washington. Notre plateforme d'apprentissage adaptatif a généré un taux d'amélioration de 89% aux tests standardisés. Pas 20. Pas 50. 89%. Les graphiques s'affichèrent. Impossible à contester. À Jefferson High, le taux de réussite en AP était passé de 34% à 87%. À Roosevelt Elementary, les élèves avaient gagné 2,3 niveaux de lecture en un seul an. Ce n'étaient pas des exceptions, c'était une tendance, répliquée dans 12 districts. La salle était silencieuse, à part le bruit des stylos sur les carnets. Des investisseurs notaient frénétiquement. Nous avons accompli cela avec un budget total de $300 000 en 3 ans. Imaginez ce que nous pourrions accomplir avec de vrais moyens. Je fis apparaître le plan d'expansion, 50 000 élèves année 1, 500 000 élèves année 5. L'investissement de 15 millions de la Montgomery Foundation ne changerait pas seulement des vies individuelles, il transformerait l'équité éducative en Amérique. Pendant 20 minutes, j'ai déroulé notre vision avec la précision d'un CEO, mais avec le feu intérieur de quelqu'un qui avait vu trop d'élèves talentueux abandonnés par résignation. Quand j'ai terminé, 3 secondes se sont écoulées. Puis l'applaudissement a éclaté. Il se calmait encore quand James Montgomery se leva à la table 3. Le fiancé de Victoria. Grand, l'allure de l'ancien élève de prep school, mais le visage fermé, tranchant. J'ai une question, annonça-t-il. La salle se figea de nouveau. Madame Meyers, vous dites avoir cofondé EduBridge il y a 3 ans. Pourtant votre sœur, ma fiancée, m'a affirmé que vous étiez au chômage, licenciée de l'Éducation nationale pour incompétence. Comment expliquer cette divergence? Victoria poussa un léger cri.
Mon père passa du rouge au livide. Je saisis le pupitre. J'enseigne à Lincoln High School depuis 7 ans. Je n'ai jamais été licencié. Et pour Edubridge, je n'ai simplement pas pris de salaire les 2 premières années, parce que chaque dollar allait aux élèves. Peut-être y a-t-il eu une confusion. James éclata. Une confusion? Comme la confusion sur le prétendu MBA de Victoria à Washington State, diplôme qui n'existe pas? Ou la confusion sur son entreprise de marketing, liquidée il y a 2 ans? James, s'il te plaît. Victoria tenta de se lever. Assieds-toi. Il ne la regarda même pas. Ce matin, mon détective privé m'a remis son rapport. 800 000 $ de dette de jeu Victoria, comptais-tu m'en parler? Ou comptais-tu simplement utiliser l'argent Montgomery pour rembourser tes bookmakers? La salle explosa en chuchotements. Des téléphones se levèrent malgré l'interdiction de filmer. Ceci est une affaire privée, tonna mon père, debout. Sans rapport avec quoi, exactement, monsieur Meyers? C'était William Montgomery qui s'était levé, imposant, calme, glacial. Sans rapport avec le fait que vous avez tenté de cacher votre fille accomplie, tout en promouvant celle qui étouffe sous les dettes et les mensonges? Vous avez traité Evelyn de « bon marché » et « embarrassante », alors que Victoria comptait arnaquer ma famille. Les fiançailles sont rompues, déclara James. Depuis ce matin, en réalité. Je voulais que Victoria l'entende en public, tout comme elle a menti publiquement. Victoria se brisa. Ce qui sortit d'elle n'était pas théâtral, c'était un cri brut. Elle recula, renversa sa chaise, puis partit en courant, ses talons claquant sur le marbre. Mon père la suivit, non sans m'adresser un regard de pure haine. Ma mère, elle, resta figée, incapable de lever la tête de ses mains. William Montgomery monta alors sur scène, un porte-documents en cuir à la main. La salle, encore secouée, se tut à nouveau. Mesdames et messieurs. Cela fait 40 ans que je suis dans les affaires. J'ai vu toutes sortes de projets et toutes sortes de gens. Mais j'ai rarement vu quelqu'un se tenir ici avec plus d'intégrité et de vision que Madame Meyers. Il ouvrit le dossier. Voici le contrat MH 20225 et du 001. Un partenariat de 5 ans entre la Montgomery Foundation et Edubridge Initiative. 15 millions de $. Avec Madame Meyers comme partenaire stratégique éducation. Il se tourna vers moi. Une clause mérite d'être lue à voix haute. Section 7.3. La Montgomery Foundation se réserve le droit de refuser tout partenariat en cas de conflit d'intérêts ou de préoccupation éthique. Cette clause protège précisément contre ce que nous venons de vivre. L'ironie n'échappa à personne. Madame Meyers, voulez-vous signer? Ma main était parfaitement stable quand je pris le stylo Mont Blanc. La ligne de signature m'attendait. Evelyn Meyers. L'enseignante soi-disant, trop cheap, pour fréquenter les Montgomery. La fille qu'on avait interdit d'événements familiaux. J'ai signé. Mesdames et messieurs, déclara William, je vous présente notre nouvelle partenaire stratégique en éducation, celle qui contribuera à changer la vie d'un demi-million de jeunes au cours des 5 prochaines années. Cette fois-ci, les applaudissements furent assourdissants. Les gens se levèrent. Même les concurrents opinèrent avec respect. Je vis des téléphones filmés malgré la politique du « no recording ». Je savais que tout ceci serait sur les réseaux d'ici quelques heures. Marcus apparut au bord de la scène avec un photographe. Il nous faut la photo officielle pour le communiqué de presse. Les flashs pleuvaient. Et au fond de la salle, je revis la table 3. Ma mère était toujours là, seule, les larmes coulant sur ses joues. Était-ce de la honte? De la fierté? Du regret? Je n'en savais rien. Et pour la première fois de ma vie, je m'en moquais. En quittant la scène, j'observais Robert en plein damage control. Il venait de revenir après avoir couru derrière Victoria, le visage taché de rouge, la cravate de travers. Il rejoignit un groupe d'investisseurs VIP près du bar. Son bureau se déplaça de l'étage des dirigeants vers un cube anonyme. L'homme qui avait passé sa vie à construire une façade de réussite déjeunait désormais seul, dans la salle de pause. Victoria avait rejoint Gamblé Anonymous. Elle était retournée vivre chez maman. Elle travaillait chez Nordstrom,
mais pas comme personal shopper VIP, comme elle l'annonçait sur Instagram, non. Elle était en arrière-boutique, à traiter des retours. Ses créanciers avaient accepté un plan, 5 cents dollars par mois, pendant 15 ans. L'ironie était parfaite. La fille bannie d'une fête de fiançailles parce qu'elle faisait tâche siégeait désormais en réunion avec des milliardaires. La sœur qui exhibait sa bague 3 carats portait maintenant un badge et des chaussures orthopédiques. Le père qui m'avait traité de sans valeur recevait des ordres de quelqu'un 2 fois plus jeune. Et la revanche la plus délicieuse. Les réunions du conseil de la Fondation Montgomery se tenaient au 40e étage du Columbia Center, exactement l'étage où se trouvait autrefois le bureau de mon père. Il m'arrivait de croiser ses anciens collègues dans les couloirs. Il savait qui j'étais maintenant. Et il savait ce qu'il avait dit de moi. De banni à boardroom, a plaisanté Marcus lors de notre dernière réunion. Ce serait un bon titre de mémoire. J'ai ri. Je suis trop occupée à changer des vies pour écrire la mienne. Mais en secret, j'adorais la justice de tout cela. Le Seattle Times avait même fait la une. De la salle de classe à la salle de conseil, une prof devient révolutionnaire de l'éducation à $1 million. La photo me montrait en train de signer le contrat, William Montgomery souriant à côté. Sur LinkedIn, c'était l'explosion. L'article que j'y avais écrit sur la valeur qui dépasse les titres, sur le choix du sens plutôt que du prestige atteignit 500 000 vues en 3 jours. Et des commentaires affluaient du monde entier, des profs racontant leurs propres histoires d'être sous-estimés. Vous nous avez redonné de l'espoir. C'est l'un des commentaires que j'ai reçus. Une personne écrivait, « J'enseigne depuis 20 ans et mon frère me demande encore quand je vais enfin avoir un vrai travail. » Forbes a demandé un entretien exclusif. Le Wall Street Journal voulait une tribune signée de ma main. TEDx Seattle m'a officiellement invité pour parler de la façon de redéfinir la réussite en matière d'éducation. 20 entreprises tech m'ont proposé des postes, certaines avec un salaire triple de mon salaire d'enseignante. J'ai tout refusé. Pourquoi rester dans l'enseignement, m'a demandé une journaliste. Parce que c'est là que le vrai travail se passe. Je n'ai pas envie d'aider les enfants déjà privilégiés à devenir encore plus privilégiés. Je veux que les enfants défavorisés aient enfin une chance. Cette réponse est devenue virale. D'anciens camarades d'université se sont soudain souvenus de mon existence. Ma boîte mail s'est remplie de « J'ai toujours su que tu étais spécial », de personnes qui ne m'avaient plus adressé la parole depuis 10 ans. Même le comité de mon lycée, celui qui ne m'avait jamais mise à l'honneur malgré mes prix d'enseignement, voulait soudain que je sois l'oratrice principale de la prochaine réunion des anciens. Mais le message qui a vraiment compté est venu de quelqu'un d'inattendu. Madame Chen, devenue Madame Smith, ma prof de littérature du lycée, à présent retraitée. Evelyne, j'ai suivi ton parcours. Tu es devenue ce que j'ai toujours vu en toi, quelqu'un qui transforme des vies. Pas malgré le fait que tu es enseignante, mais parce que tu es enseignante. N'oublie jamais ça. J'ai imprimé cet email, je l'ai encadré, et il est posé sur mon bureau, juste à côté de la photo de ma signature de contrat. Il me rappelle chaque jour ce qui compte vraiment. Un dimanche matin, ma mère est apparue dans mon nouvel appartement, avec un carton que j'ai immédiatement reconnu, celui du sous-sol. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle en le posant sur ma table basse. À l'intérieur, des choses que je n'avais jamais vues. Des coupures de presse sur mes prix d'enseignante. Des impressions de capture du site d'EduBridge. Des photos de nos événements retrouvés sur les réseaux. Chaque élément soigneusement rangé dans des pochettes en plastique. Tu as gardé tout ça? Chaque morceau. J'ai même créé une alerte Google à ton nom il y a 3 ans. Elle s'assit lourdement. Evelyne, il faut que tu saches. Quand j'avais 25 ans, ma propre mère m'a interdite d'aller au mariage de ma cousine. Elle disait que mon métier de couturière faisait trop populaire pour sa famille bourgeoise. Je la fixais, muette. Je ne me suis jamais défendue. Je n'ai jamais répliqué. J'ai épousé ton père parce qu'il paraissait ambitieux, parce qu'il avait l'air de réussir. Je pensais qu'en m'attachant à quelqu'un qui montait, je deviendrais enfin assez. Mais je me suis perdue. Et quand il a commencé à te faire la même chose, je me suis figée. Je suis devenue ma mère.
J'ai laissé l'histoire se répéter. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que j'étais lâche. Il était plus facile de me taire que d'admettre que j'avais gaspillé 40 ans à chercher l'approbation de gens qui ne l'auraient jamais donnée. Elle sortit un dernier document, un chèque. C'est l'acompte pour l'avocat. Je divorce de ton père. Evelyne, quand je t'ai vue sur cette scène, quand je t'ai vue refuser de rapetisser pour apaiser les autres, tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Tu t'es choisie. Elle se leva. Je sais que je t'ai abandonné pendant 15 ans. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je voulais que tu saches que tu as donné une dernière leçon à cette vieille élève. Il n'est jamais trop tard pour arrêter d'accepter moins que ce qu'on mérite. 3 semaines plus tard, mon père est apparu dans les bureaux d'Edubridge. Je l'ai vu à travers la porte vitrée, costume froissé, cheveux mal coiffés, le personnage du cadre impeccable avait disparu. 5 minutes, ai-je dit à la sécurité. Pas plus. Il entra, s'arrêta un instant, regarda mon bureau, les prises accrochées au mur, la vue sur la baie, la salle de réunion où je venais de finir un échange avec l'équipe éducation de Microsoft. Beau bureau, lança-t-il d'une voix tendue. Que veux-tu, papa? J'ai besoin de ton aide. Rien que prononcer ces mots semblait lui déchirer la gorge. Ma boîte veut me pousser dehors. Ils disent que mon comportement à l'événement Montgomery prouve un manque de jugement. Si tu pouvais les appeler, leur expliquer que c'était un malentendu familial. Non. Comme ça. Direct. Comme ça. Son visage se tordit. Je suis ton père. Je t'ai élevé. Tu m'as diminué. Pendant 15 ans, tu m'as dit que je ne valais rien. J'essayais de te motiver à faire mieux. Je faisais déjà mieux. Je changeais des vies. Tu ne pouvais juste pas le voir, parce que ça ne venait pas avec un salaire à 6 chiffres. Il se leva, fit 2 pas, tourna en rond. Tout ça, c'est ta faute. Si tu n'étais pas venu à ce gala. Stop. Ma voix était calme. Solide. Tu m'as interdit d'assister à la fête de fiançailles de ma sœur. Tu m'as traité de radine. Tu as dit que je faisais honte à la famille. Ce sont tes choix. Donc tu vas me laisser tout perdre? Je vais te laisser vivre les conséquences. Peut-être pour la première fois de ta vie. Il me dévisagea. Quand es-tu devenue si froide? Je ne suis pas froide. Je suis juste fatiguée d'essayer de gagner l'approbation de quelqu'un qui n'en est pas capable. Quand tu seras prêt à t'excuser sincèrement, pas pour sauver ton poste, mais parce que tu auras réellement compris à quel point tu t'es trompé, alors nous pourrons parler. D'ici là, merci de sortir. La sécurité l'a raccompagné hors du bâtiment. 6 mois après le début du partenariat avec Montgomery, Edubridge dépassait déjà toutes les prévisions. Nous avions atteint 25 000 élèves dans l'État de Washington, l'Oregon et le nord de la Californie. Le taux d'amélioration de 89% tenait bon, même avec notre montée en puissance. J'avais recruté 10 anciens collègues du lycée Lincoln, des enseignants qui s'épuisaient depuis des années sans reconnaissance. Sarah Cooper était devenue directrice générale, avec enfin un salaire aligné sur sa valeur. Nous avions quitté le salon de mon appartement pour de vrais bureaux à Pioneer Square, 5 étages sous ceux de la Fondation Montgomery, mais à des années-lumière de nos débuts. Microsoft Education était devenu partenaire technologique. Leur IA adaptative associée à notre programme pédagogique avait donné naissance à quelque chose de révolutionnaire. Les élèves de zone rurale du Yakama recevaient désormais la même qualité éducative que ceux des prestigieuses écoles privées de Bellevue. Le premier gala annuel d'Edubridge avait levé $2 millions supplémentaires. Je me tenais sur scène dans le même ballroom où ma vie avait basculé, mais cette fois, c'était moi qui tenais le micro. Chaque euro que vous investissez ce soir va directement aux élèves, ai-je dit au public. Pas de prime d'exécutif, pas de séminaire luxueux, juste des livres, de la technologie et de la formation pour les enseignants. C'est comme ça qu'on atteint 92% d'amélioration des résultats en ne perdant jamais de vue l'essentiel. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, 25 000 élèves, 92% avec progression mesurable, 10 employés à plein temps, tous anciens professeurs, 5 centres éducatifs, 3 États, 15 partenariats de districts scolaires. Et une enseignante qui avait refusé de se taire. Après le gala,
Marcus m'a prise à part. Tu sais ce que dit le conseil? Que te recruter a été le meilleur investissement que la Fondation Montgomery ait jamais fait. Ce n'était pas un investissement en moi, ai-je rectifié. C'était un investissement en chaque enseignant à qui on a fait croire qu'il ne comptait pas. C'est pareil, a-t-il répondu. Tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. Le mail de Victoria est arrivé un mardi matin, soigneusement construit, ce qui n'était pas son style. Evelyne, je vais à des réunions GA depuis 3 mois. Ma marraine dit que je dois faire amende honorable, mais ce n'est pas pour ça que j'écris. J'écris parce que j'ai besoin d'un travail, et je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Tu trouveras ci-joint une lettre de ma thérapeute et mon jeton des 90 jours. Je ne suis plus la personne qui a essayé de te manipuler dans la loge verte. Je ne suis presque plus personne, juste quelqu'un qui tente de reconstruire à partir de rien. Je ne te demande pas un poste chez Edubridge. Je sais que ce serait inapproprié. Mais peut-être connais-tu quelqu'un qui engagerait une ex-joueuse compulsive, sans diplôme, avec une vidéo virale de sa propre humiliation. Je comprendrai si tu effaces ce message. Victoria. Je l'ai relu 3 fois. La Victoria que je connaissais n'aurait jamais admis être rien. Elle aurait exigé. Manipulé. Se serait victimisée. Là, c'était différent. Je lui ai répondu. Victoria, je suis fière de toi d'avoir demandé de l'aide. Ça demande un vrai courage. Travailler ensemble ne serait pas sain pour l'une ou l'autre, mais j'ai transmis tes informations à Second Chance Seattle, un organisme qui aide les personnes en sortie d'addiction à retrouver un emploi. La directrice, Patricia Williams, attend ton appel. Ce n'est pas de la charité. Ils vont s'attendre à ce que tu travailles dur, que tu restes sobre, que tu reconstruises honnêtement. Pas de raccourcis. Pas de mensonges. Pas de manipulation. Si tu es vraiment prête à changer, ils te donneront une chance. C'est déjà plus que ce que tu m'as donné. Mais moi, je crois que les gens peuvent changer. Ne me recontactez pas avant au moins 1 an. Nous avons toutes les deux besoin de temps pour guérir. Evelyne. Elle a répondu 2 mots, merci. C'était la première chose sincère qu'elle m'envoyait depuis des années. Après une réunion particulièrement longue du conseil d'administration, Marcus et moi étions assis dans son bureau qui donnait sur Elliott Bay. Le soleil couchant colorait l'eau en or, et pour une fois on ne parlait ni budget ni indicateur. Je dois te dire quelque chose, a-t-il commencé en servant 2 verres de scotch. À propos de la vraie raison pour laquelle j'ai voulu te rencontrer ce soir-là. J'ai attendu. Mon petit frère David était enseignant. Primaire. Ce 2. Il adorait ses élèves plus que tout. Il fixa son verre. Notre famille se moquait de lui constamment. Pourquoi gaspiller un cerveau Montgomery dans l'enseignement? Pourquoi choisir la pauvreté alors qu'il aurait pu diriger des hôtels? Il respira profondément. Il s'est suicidé il y a 5 ans. Il a laissé une lettre disant qu'il n'en pouvait plus de se sentir inutile. Que l'enseignement le rendait heureux, mais que se sentir comme une déception permanente lui était devenu insupportable. La voix de Marcus s'est brisée. Il avait 35 ans, exactement mon âge. Quand j'ai entendu Victoria, à ce cocktail, se moquer de sa sœur prof, pathétique, quelque chose a lâché en moi. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé Edubridge, j'ai vu ce que tu construisais malgré le mépris de ta famille. Il s'est tourné vers moi. Tu vivais la vie que David n'a jamais pu vivre. Tu réussissais malgré eux, et non pour eux. C'est pour ça que je t'ai contacté ce soir-là. Je n'ai pas pu sauver David, mais je pouvais faire en sorte qu'un autre enseignant obtienne enfin la reconnaissance qu'il méritait. Il a sorti un document. C'est la bourse commémorative David Montgomery. Une prise en charge complète pour les étudiants qui veulent devenir profs et viennent de milieux modestes. Je la finance moi-même. Nous sommes restés silencieux un moment, 2 personnes marquées par des familles incapables de voir la valeur autrement qu'en chiffres. David aurait été fier, ai-je murmuré. Il t'aurait adoré, a répondu Marcus. Une prof qui refuse de s'excuser d'être prof. Nous avons levé nos verres, un toast à un enseignant que nous n'avions pas pu sauver, mais dont la mémoire sauvera d'autres vies. 1 an plus tard, James Montgomery épousait quelqu'un d'autre, Patricia Chen,
enseignante en éducation spécialisée à Tacoma. Le mariage avait lieu au Montgomery Grand, dans la même salle où tout avait explosé. Je siégeais à la table d'honneur, à côté de William et de Marcus, à exactement la place où ma famille s'était un jour assise, persuadée d'être faite pour la haute société. Drôle comme la vie tourne, a déclaré William pendant son toast. Je croyais que j'allais avoir une belle-fille opportuniste. À la place, j'ai obtenu la partenaire éducative la plus innovante de Seattle, et mon fils a trouvé l'amour auprès de quelqu'un qui partage réellement ses valeurs. Patricia était tout ce que Victoria n'avait jamais été, authentique, accomplie par elle-même, et dédiée aux enfants à besoins spécifiques. James la regardait avec respect, pas seulement attirance. À tous les enseignants, a dit William en levant son verre vers moi. Ceux qui façonnent notre avenir, et qui ne demandent rien d'autre que la possibilité de faire leur métier. Toute la salle a trinqué. 300 invités, dont certains avaient assisté à mon humiliation 2 ans plus tôt, levaient maintenant leur verre en hommage à cette profession que mon père avait traitée de sans valeur. Robert et Victoria n'avaient pas été invités. Leurs noms avaient été retirés discrètement de toutes les listes. Ma mère, elle, était là, à une table avec d'autres soutiens d'Edubridge. Elle était devenue bénévole, 3 jours par semaine, pour aider des enfants en difficulté de lecture. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt. Pendant la réception, Patricia est venue me voir. Merci, m'a-t-elle dit simplement. De montrer que les professeurs ont leur place dans toutes les salles, à toutes les tables. Nous avons toujours une autre place, ai-je répondu. Certaines personnes ont juste mis plus longtemps à s'en rendre compte. En regardant autour de moi, ce ballroom où j'avais été banni, humilié, puis finalement réhabilité, j'ai compris que la plus douce des revanches n'était pas le renversement des rôles. C'était le fait que je n'avais plus besoin de la validation de qui que ce soit pour connaître ma valeur. La reconstruction n'est pas linéaire, ni la guérison des relations familiales. J'ai appris à être sélective, certaines passerelles méritent d'être reconstruites, d'autres doivent rester brûlées. Avec ma mère, nous nous voyions pour déjeuner 1 fois par mois, pas dîner. Le dîner rappelait trop ces repas de famille où j'étais rabaissée. Le déjeuner, c'était neutre, limité, gérable. Elle me parlait de son bénévolat, de ses séances de thérapie, de son petit appartement à Fremont. J'apprends à découvrir qui je suis, à 60 ans, m'a-t-elle confié un jour. C'est effrayant, et exaltant. Victoria envoyait de ses nouvelles vies à sa marraine. 6 mois sans rechute. Puis 9. Puis 1 an. Elle avait été promue responsable de rayon chez Nordstrom. Elle suivait des cours du soir en comptabilité. Elle avait déjà remboursé 50 000 $ de dettes. Je ne répondais pas directement, mais je surveillais ses progrès à travers Patricia Williams, chez Second Chance. Mon père m'avait envoyé une carte d'anniversaire avec un billet de 100 $ et un mot. Fier de ton succès. Ni excuse. Ni reconnaissance. J'ai fait don de l'argent à la bourse David Montgomery, et je n'ai pas répondu. Ma vraie famille, c'était ceux qui avaient vu ma valeur depuis le début. Sarah Cooper, qui avait cru en Edu quand ce n'était encore qu'une idée. Marcus, qui avait ouvert des portes, pas par charité, mais par reconnaissance. Mes collègues de Lincoln High, qui prenaient mes classes quand j'avais des réunions avec le conseil d'administration. J'ai créé un document que j'ai appelé « Règles relationnelles » et je m'y suis tenue. Le respect est non négociable. Le passé doit être reconnu. Le changement doit être démontré, pas promis. Mon travail ne serait plus jamais minimisé. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont des protections. Ma grand-mère a repris contact à travers ma mère, elle voulait me revoir. Elle avait lu un article sur Edubridge dans la newsletter de sa résidence. Nous avons commencé par échanger des lettres, puis des coups de fil. Elle aussi avait été professeure, avant que mon grand-père ne l'oblige à arrêter. Je vis à travers toi, m'a-t-elle écrit. Tu fais ce que je n'ai jamais pu faire. J'ai compris alors que pardonner ne veut pas dire oublier, et encore moins laisser les autres revenir dans les espaces qu'ils ont abîmés. Le pardon, c'est lâcher la colère, tout en maintenant les frontières. Certaines relations peuvent se reconstruire sur de nouveaux fondements. D'autres doivent rester des souvenirs, et c'est très bien ainsi. Les chiffres racontaient une version factuelle, et Edubridge avait atteint 50 000 élèves dans 5 États.
Mon salaire était passé à 200 000 $ plus des parts. J'avais acheté une maison à Wallingford, avec un vrai bureau et un jardin propice à la réflexion. Mais la vraie histoire était plus discrète. J'enseignais toujours 2 cours à Lincoln High, je corrigeais encore des copies le dimanche matin, et je retrouvais chaque semaine cette étincelle quand un élève comprenait enfin ce que le « green light » de Gatsby représente, ou l'hésitation tragique d'Hamlet. Pourquoi ne pas passer 100% côté business, m'a demandé un journaliste de Forbes. Vous pourriez gagner des millions en consulting. Parce que le lundi matin, j'ai 32 ados qui ont besoin qu'on leur dise que leurs pensées comptent. Ça vaut plus que tous les honoraires du monde. L'article s'est intitulé « La prof qui a refusé d'arrêter d'enseigner ». Comment Evelyn Meyers a bâti un empire éducatif à 50 millions sans quitter la salle de classe. J'avais commencé à fréquenter Michael, un prof d'histoire rencontré lors d'une conférence éducative. Il comprenait pourquoi je corrigeais parfois pendant le dîner, pourquoi je pleurais quand un élève réussissait enfin son AP exam, pourquoi je ne quitterais jamais complètement la classe. Tu n'es pas une PDG qui enseigne, m'a-t-il dit. Tu es une prof qui, accessoirement, dirige une entreprise. La maison n'avait rien à voir avec mon ancien appartement. Elle avait de l'espace, du potentiel, une chambre prévue pour les futurs profs stagiaires, une bibliothèque pour mes livres, une cuisine où j'organisais chaque mois des dîners pour l'équipe d'EduBridge. C'était une vie construite, pas offerte. Un soir, dans le jardin, je lisais des rédactions sur le thème du succès. L'un de mes élèves avait écrit « Madame Meyers nous montre que le succès, ce n'est pas prouver aux autres qu'ils avaient tort, c'est se prouver à soi-même qu'on avait raison. » J'ai souri. Un gamin de 17 ans avait compris ce que mon père n'avait jamais pu admettre. La soirée était paisible. Pas de drame familial. Pas besoin d'être validé. Juste une prof, des copies, et la satisfaction tranquille d'un travail qui a du sens. La nouvelle est arrivée par Marcus. Robert Meyers avait été licencié de Cascade Insurance, suite à un deuxième incident filmé où il avait humilié un jeune employé devant des clients. La vidéo avait circulé dans les milieux d'affaires de Seattle. Plus personne ne voulait l'embaucher. Il avait même candidaté chez EduBridge, pour un poste de technicien de nettoyage. J'ai vu la candidature passer dans notre système, CV gonflé, trou dissimulé, rétrograde effacé. Sarah me l'a apporté en main propre. Qu'est-ce que tu veux faire? La rejeter. Il ne correspond pas à notre culture. C'était tout. Pas de scène. Pas d'amertume. Juste une décision professionnelle. Maman m'a appris plus tard qu'il vivait désormais dans un studio à Everett, travaillait de nuit à remplir des rayons au supermarché, et avait envoyé plus de 100 candidatures. Sa réputation le précédait partout. Puis une lettre est arrivée à mon bureau, écrite à la main sur du papier jaune. Evelyn, j'avais tort sur tout. Tu n'étais pas celle qui valait rien. C'était moi. J'ai évalué la valeur avec les mauvais critères, et j'ai tout perdu. Je ne te demande ni pardon ni aide. Je voulais seulement que tu saches que tu avais raison. Les professeurs comptent. Tu comptes. Tu as toujours compté. Je suis fier d'être ton père, même si je n'ai aucun droit de l'être. Robert. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé. Pas besoin de réponse. Certaines prises de conscience arrivent trop tard pour une réconciliation, mais pas trop tard pour apprendre quelque chose. Maman m'a dit ensuite qu'il avait commencé à faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation pour adultes. Il est différent, a-t-elle affirmé. Brisé, mais peut-être que c'est ce qu'il avait besoin d'être. Je ne suis pas allé le voir. Je ne l'ai pas contacté. Certaines distances doivent rester intactes. Mais j'ai espéré, en silence, qu'il avait enfin trouvé une valeur qui ne s'achetait pas. 18 mois après le gala, Victoria a envoyé un faire-part de remise de diplôme. Community College. Associate degré en comptabilité. Moyenne 3,8. La photo montrait une jeune femme que je reconnaissais à peine. Pas de robe de créateur, pas de maquillage sculpté. Juste une femme en toge et mortier, tenant un diplôme qu'elle avait réellement mérité. Patricia Williams, de Second Chance, m'a appelé, c'est notre participante modèle. Elle n'a raté aucune réunion, aide les nouveaux,
vient d'être promue manager de département chez Nordstrom. Elle a déjà remboursé 100 000 $. Ça me fait plaisir de l'entendre. Elle parle de toi parfois. Elle dit que sa sœur lui a appris que la vraie valeur vient de ce qu'on construit, pas de ce qu'on emprunte. Je lui ai envoyé une carte. Victoria, félicitations pour ton diplôme. Ce succès était entièrement le sien, gagné par son propre travail et sa détermination. Continue de construire, Evelyne. Elle m'a renvoyé une photo de ma carte posée sur son bureau, à côté de son diplôme et de sa médaille de 2 ans de sobriété. Pas de demande de rencontre, pas de manipulation, juste la preuve d'un vrai changement. Michael m'a demandé si je pensais un jour me réconcilier totalement avec elle. Peut-être, un jour, ai-je répondu. Quand nous serons 2 personnes différentes, quand la sœur qui m'a bannie et la sœur que je suis devenue ne seront plus que des versions passées de nous-mêmes. Il a compris, certaines relations ont besoin d'années de distance avant de pouvoir être reconstruites. D'autres ne le pourront jamais. Mais voir quelqu'un choisir de changer, même de loin, a sa propre valeur. Ma mère m'a aussi dit que Victoria sortait avec quelqu'un de nouveau, un comptable qu'elle avait rencontré à son groupe AA, 5 ans de sobriété. Elle est honnête avec lui surtout, pas de mensonges, pas de façade. Tant mieux, ai-je répondu, sincèrement. Oui, les gens peuvent changer. Mais cela ne nous oblige pas à assister à leur transformation d'aussi près. Parfois, la forme la plus saine de bienveillance, c'est d'encourager à distance, tout en gardant les limites qui nous protègent. 2 ans après cette toute première présentation, je me suis retrouvée devant le conseil de la Fondation Montgomery avec un projet qui aurait semblé impensable à l'époque où je n'étais qu'une prof de lycée sous-payée. La phase 2D du bridge nécessite 100 millions sur 5 ans, ai-je annoncé en changeant de diapositive. Objectif, atteindre 500 000 élèves à l'échelle nationale. Les membres du conseil, ceux qui se demandaient autrefois pourquoi William avait embauché une prof, se penchaient maintenant en avant et prenaient des notes. Notre taux de réussite est resté à 92%. Nous avons prouvé que ça fonctionne. Maintenant, on doit changer d'échelle. Je propose d'approuver, a déclaré William aussitôt. Appuyé, ont répondu 3 voix en même temps. Vote unanime, 100 millions. Un demi-million d'élèves. Puis William s'est levé. Encore un point. Je prends ma retraite l'an prochain. Le conseil a besoin de perspectives plus jeunes. Nous proposons qu'Evelyn Meyers devienne membre du conseil d'administration. J'ai serré le pupitre. Elle a 34 ans, a dit quelqu'un. Ce serait la plus jeune membre de l'histoire, a ajouté un autre. Exactement, a répondu William. Elle comprend ce que nous avons raté pendant des décennies, que la vraie innovation vient des praticiens, pas des théoriciens. Toutes les mains se sont levées. Je suis devenue la plus jeune administratrice de l'histoire de la Fondation Montgomery. La prof qu'ils avaient essayé d'interdire d'entrer dans le bâtiment avait désormais un vote sur chaque décision majeure. Après la réunion, William m'a prise à part. Tu sais pourquoi j'ai voulu t'embaucher à l'époque? Pour le dossier? Non. Parce que tu es parti de ce dîner sans te défendre. Tu savais que ta valeur n'était pas sujet à débat. C'est rare. Ton père pensait que t'écarter protégerait son image. En réalité, ça a juste montré qu'il méritait vraiment une place à cette table. En regardant la salle de réunion, ma salle, désormais, j'ai pensé à tous ces profs qui corrigent tard le soir, convaincus que leur travail compte même si le monde refuse de le voir. Leur travail compte. Le nôtre compte. Mon TEDx Seattle s'intitulait « La valeur au-delà des titres, pourquoi nous mesurons la valeur de travers ». J'ai commencé par l'histoire qui a tout déclenché. Il y a 2 ans, mon père m'a banni de la fête de fiançailles de ma sœur parce que mon salaire d'enseignante risquait de l'embarrasser devant des millionnaires. Aujourd'hui, je pilote une initiative éducative à 100 millions de $. Mais la vérité, c'est que je valais déjà autant à l'époque. La salle, 2000 personnes, puis 5 millions en ligne, s'est tue. Nous avons construit une société qui mesure la valeur par le salaire, le statut par le titre, et la réussite par l'opinion des autres. Mais chaque jour, des professeurs qui gagnent 40 000 $ forment les esprits qui guériront un jour le cancer. Des travailleurs sociaux, payés moins que des serveurs, sauvent des vies. Des parents au salaire minimum élèvent les enfants qui changeront le monde.
J'ai parlé du mythe de la méritocratie, de cette illusion selon laquelle la réussite serait purement individuelle alors que nous ignorons les obstacles systémiques. J'ai expliqué qu'une enseignante n'aurait jamais dû avoir besoin de la validation d'un millionnaire pour être considérée comme précieuse. Ta valeur ne dépend ni de l'approbation d'un père, ni du chiffre de ton compte bancaire, ni d'un titre LinkedIn. Elle est définie par les vies que tu touches, les problèmes que tu contribues à résoudre, l'amour que tu diffuses dans le monde. Ma conférence s'est terminée sur une photo de mes élèves de Lincoln High tenant des pancartes avec leurs rêves, futurs médecins, artistes, ingénieurs, professeurs. Tous ceux qui ont affirmé que l'enseignement n'était pas une vraie carrière, sont passés à côté de l'essentiel, c'est la carrière la plus réelle qui soit. Nous créons littéralement l'avenir. Il y a eu une standing ovation, mais surtout des milliers de messages de professeurs, travailleurs sociaux, artistes, tous ceux à qui on avait dit qu'ils gâchaient leur potentiel, en choisissant le sens plutôt que le profit. Victoria l'a regardé. Mon père aussi, d'après ma mère. Mais chacun de son côté, chacun face à ses propres comptes à rendre. Et c'était exactement comme il fallait que ce soit. Le Thanksgiving chez moi n'avait plus rien à voir avec les dîners figés de mon enfance, pas de place imposée, pas de critiques déguisées, pas de compétition silencieuse pour obtenir l'approbation. Sarah Cooper est arrivée la première avec son compagnon et une tarte maison. Marcus a apporté du vin et les dernières anecdotes du conseil d'administration. 3 de mes collègues de Lincoln High sont venus avec leur famille. 2 anciens élèves, aujourd'hui à l'université, nous ont rejoints. Ma mère a discuté avec Patricia Chen Montgomery, la femme enseignante de James, et elle comparait leurs histoires d'élèves difficiles. À la famille qu'on choisit, ai-je porté un toast, en regardant autour de ma table. À ceux qui ont vu notre valeur quand la famille biologique ne le pouvait pas, à Evelyn, a répliqué Marcus, qui a prouvé que les enseignants ne sont pas seulement des éducateurs, ce sont des révolutionnaires, aux secondes chances, a ajouté ma mère dans un murmure. Et tout le monde l'a incluse dans le toast. Michael m'a aidé à servir, aucune hiérarchie, juste des humains heureux d'être ensemble. On parlait d'élèves, de percées pédagogiques, de l'enseignante qui venait de remporter le titre de prof de l'année dans l'État de Washington en utilisant le programme d'EduBridge. Tu te souviens quand tu déjeunais seul dans ta classe parce que tu étais trop épuisé pour socialiser, m'a rappelé Sarah. Et maintenant elle déjeune avec Bill Gates la semaine prochaine, a plaisanté Marcus, pour parler réforme éducative nationale. Mais le moment le plus important est venu quand Deshawn, 17 ans, ancien élève, m'a prise à part. Madame M, j'ai été acceptée à MIT, bourse complète, ingénierie. Deshawn, c'est incroyable. C'est grâce à vous. Pas seulement les cours, vous m'avez montré que l'origine ne détermine pas la destination. Que la famille se choisit. Que la valeur ne s'hérite pas, à cet instant, en les regardant tous dans ma maison, ma vraie maison, avec ma vraie famille, j'ai compris que la réussite, ce n'est pas faire mentir ceux qui ont douté de toi, c'est donner raison à ceux qui ont cru en toi. 2 ans plus tard, EduBridge était devenu le modèle national de la réforme éducative. L'État fédéral avait accordé 500 millions sur 10 ans. Nous étions étudiés dans les manuels scolaires comme exemple de réussite en entrepreneuriat social. Netflix produisait un documentaire intitulé « La prof qui a refusé de se taire ». Mais les chiffres ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Mon père était en thérapie depuis 18 mois. Par ma mère, j'ai appris qu'il avait écrit à chaque personne qu'il avait humiliée. Il donnait 30 heures par semaine comme bénévole en alphabétisation, refusant d'être payé. J'ai passé 40 ans à mesurer la valeur de travers, peut-être que ce qu'il me reste, je peux le consacrer à mesurer correctement. J'ai financé sa thérapie anonymement via une association. Il n'avait pas besoin de le savoir. Certains cadeaux ont plus de sens dans le silence. Victoria avait remboursé toutes ses dettes, obtenu sa licence en comptabilité, diplômée summa cum laude. Elle a envoyé un dernier message via ma mère, merci de m'avoir montré que la vraie valeur vient de ce qu'on construit, pas de ce qu'on prend. Je construis maintenant. Elle avait créé un programme d'éducation financière pour personnes en rétablissement, cours gratuits chaque samedi, baptisé « Recommencer intelligemment ». J'ai financé anonymement leur matériel pour une année. La Fondation Montgomery avait aidé 500 000 élèves, les résultats scolaires montaient partout où nous étions implantés,
le taux d'accès à l'université avait doublé. Mais mon indicateur favori, c'était les 10 000 nouveaux enseignants entrés dans la profession, inspirés par l'idée que l'enseignement est un travail essentiel, vital, révolutionnaire. Tu as changé le récit, m'a confié William lors de sa fête de départ. De juste une prof, à fièrement prof, mon message préféré venait d'une enseignante du Kentucky rural, j'allais démissionner. Ma famille disait que je gaspillais mon diplôme du MIT. Puis j'ai vu votre TED Talk. Je reste. Mes élèves ont besoin de moi. Merci de me le rappeler. Le réalisateur du documentaire m'a demandé comment je voulais conclure le film. Simple, ai-je dit. Parfois, la meilleure revanche, ce n'est pas de leur prouver qu'ils avaient tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Et parfois, la vraie famille, ce n'est pas celle dont on vient, mais celle qui voit ta valeur dès le premier jour. La dernière image, moi, en train d'enseigner à Lincoln High. Exactement ce que j'avais toujours fait. Ce que je n'avais jamais cessé de faire. Ce pourquoi je n'ai jamais eu à m'excuser, être enseignante, et être suffisante. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si tu t'es déjà senti me sous-estimer ou si tu as dû poser des limites face à des personnes toxiques, souviens-toi, ta valeur n'a jamais dépendu de leur validation. Si cette histoire t'a inspiré partage-la. Abonne-toi pour d'autres récits sur le fait de se choisir soi-même. Et souviens-toi, tu es assez, tel que tu es. Ta valeur n'est pas négociable. Elle ne l'a jamais été. À très vite.